Bonsoir à tous, merci d'être venus en dépit de la situation géopolitique, du tsunami, du cyclone, législatif et autres. Alors pourquoi cette soirée dont le titre vous a peut-être paru un peu neutre, un peu difficile à comprendre, un peu mou peut-être? Eh bien parce que la solidarité dont nous devrions faire preuve à l'égard des personnes en fin de vie se trouve confrontée à des projets législatifs susceptibles de la remettre en cause. Des projets qui apparaissent de manière récurrente dans notre pays, tel un serpent de mer, mais sans la mer. Est-ce à dire que le modèle de solidarité qui fonde notre système de santé publique serait devenu caduc? Ce modèle, tout le monde le connaît, il est simple. Il se fonde sur le principe de la mutualisation des risques, comme l'atteste son financement par les assurances sociales. Ce qui nous donne une solidarité qui s'inscrit au sein même de la vie et des vivants, puisque celle dont nous faisons preuve à l'égard des malades, tant que nous sommes bien portants, nous profitera le jour où nous tomberons nous aussi malades. Au fond, c'est comme chez les trois mousquetaires, tous pour un pour tous. Pour tous, vraiment, pour les personnes en fin de vie, alors là, c'est un peu différent. Les personnes en fin de vie sont pourtant toujours bien vivantes. Tant qu'elles ne sont pas mortes, on peut se poser la question de savoir pourquoi elles ne relèveraient pas de la même solidarité que les personnes dont le pronostic vital est engagé. Quelle est la différence? C'est que les personnes en fin de vie ne peuvent plus être sauvées. La mort n'est plus un risque, elle est une fatalité. Dès lors, c'est une brèche qui s'ouvre au sein de la solidarité fondée sur la réciprocité des échanges. Et ceci, à cause de cette case vide qu'ouvre la mort. Et quand les temps deviennent trop difficiles pour tous, comme cela se passe en cas de guerre, les médecins peuvent effectivement se trouver contraints de réserver leurs maigres ressources aux seuls blessés qu'ils espèrent sauver. Situation que nous avons pu approcher lors de cette drôle de guerre que nous avons conduite contre le virus de la Covid. Une guerre qui n'en était pas vraiment une et qui d'ailleurs n'avait rien de drôle. Mais pendant laquelle nous avons entendu monter à 2 reprises une petite musique qui avait valeur de symptôme pour l'état de santé de notre solidarité. La première, nous la devons à un économiste qui a publié en mai 2020 une tribune titrée « Tout ça pour de vieux blancs malades ». La seconde, nous la devons à un député de la majorité présidentielle qui, en avril 2021, a déposé une proposition de loi en faveur de l'aide active à mourir. Proposition rejetée par un gouvernement qui venait de s'octroyer un brevet de haute valeur éthique avec son « sauver des vies, quoi qu'il en coûte », et en même temps qui en excluait un autre. Que fallait-il comprendre? Que la partie la plus âgée de la population du pays représentait un poids mort pour la société, tant que ce poids ne serait pas vraiment mort. Ce que traduit la formule selon laquelle ce sont les 6 derniers mois de la vie qui sont les plus coûteux. Raisonnement absurde, puisqu'il faudra aussi supprimer les 6 mois précédents, et ainsi de suite, pour finir avec ce sinistre mot d'enfant, les vieux, il faudrait les piquer à la naissance. Cette ambiance, nous la devons à une idéologie à 2 faces. D'un côté, l'agisme, qui dévalorise la vieillesse, de l'autre côté, le jeunisme, qui survalorise la jeunesse. C'est la lutte des âges au lieu de la lutte des classes, mais qui ne produira tous ses effets qu'au sein de la conception technocratique de notre système de santé publique. Conception fondée sur l'adage de Saint-Simon, selon lequel il faut passer du gouvernement des hommes à la gestion des choses. Ce qui ouvre toute grande la porte à l'utilitarisme, régi par le principe de maximisation des biens. Un principe structurellement défavorable aux plus âgés d'entre nous
et plus généralement aux personnes en fin de vie, quel que soit leur âge, puisqu'elles mobilisent des moyens sans aucun profit pour la société. Quand nos hôpitaux ne veulent plus voir leurs malades que sous forme de flux et non de stock, que peut-il se passer d'autre ? Pour bien évaluer la difficulté des temps présents, il nous manque encore l'essentiel, à savoir le mauvais rapport que nous entretenons avec la mort, avec le mourir et finalement avec notre condition humaine qui est mortelle. Pour le fond, rien n'a vraiment changé. La mort a toujours été un épouvantail capable de nous transformer en moineaux terrifiés. Et à moins de croire comme Socrate que l'immortalité de l'âme était un beau risque à courir, il fallait une sacrée dose de sagesse philosophique pour cesser de craindre la mort ou décréter qu'elle n'est rien. Pour fixer les idées, on pourrait se référer au grand siècle. Face à ce qu'on appelait à l'époque la male-mort, la mort terrible, due à la peste ou à la famine, sur laquelle on ne pouvait rien, on avait cherché à apprivoiser la mort. Pour obtenir ce qui se disait encore à l'époque, euthanasia en grec, bonne mort, ou en latin, exitum facile, mort adoucie ou mort douce. Par opposition, bien sûr, à la mort violente sous toutes ses formes. On en a tiré ce qui s'est appelé un art de mourir. Et cet art, La Fontaine l'a mis en scène dans la célèbre fable « Le vieillard et ses enfants ». Qui voit-on ? Un vieil homme qui avait senti la mort venir, qui l'attendait paisiblement dans son lit, entouré des siens, auxquels il prodiguait ses ultimes conseils. Ils n'en ont tenu aucun compte, rassurez-vous. Il avait fait son testament, réglé ses comptes avec le ciel. C'était la mort chrétienne, celle qui valait pour la majorité des gens, qui, à défaut d'espérer un petit coin de paradis, car ils étaient trop pécheurs, espéraient au moins un recoin de purgatoire. De nos jours, un tel tableau est devenu un rêve. Bossuet ne pourrait plus écrire « Madame se meurt, Madame est morte ». Aujourd'hui, Madame ne se meurt plus. Madame espère disparaître sans même s'en apercevoir. Aujourd'hui, c'est le plus souvent à l'hôpital que cela se passe, et comme nous l'a rappelé Didier Sicard, Madame meurt d'abord d'un échec de la médecine. Une médecine ambivalente, aussi capable de prolonger et sauver nos vies que de nous transformer en monstres façon Kafka, à l'image de Grégor Zabza, qui se réveillait un beau matin métamorphosé en cranque-là. Tout cela sur fond de chant des sirènes, de toute la bande d'allopathes de la mort, le chant des médecins ivres d'hubris qui font de la mort la dernière maladie à vaincre, le chant des gourous du transhumanisme qui nous promettent que la révolution biotech en cours nous rendra sinon immortels, du moins immortels. Mais comme nous n'en sommes pas là, c'est à une autre figure de la médecine que nous sommes tentés d'en appeler, celle de la mort médecin, celle qu'évoquait le pauvre bûcheron de La Fontaine, affirmant « le trépas peut tout guérir ». Faute de médecine allopathique, la médecine va donc se faire homéopathique. Qui soigne la mort par la mort pour nous éviter le mourir, tenu pour 1000 fois plus redoutable que la mort. Et tout cela en espérant donner raison à Épicure, pour qui la mort n'est rien, puisque tant que j'y suis, elle n'y est pas, et quand elle y sera, je n'y serai plus. Un chassé-croisé qui ne laisse évidemment aucune place aux soins que nous devons déployer en faveur des personnes en fin de vie. Finalement, qu'est-ce qui se joue ici ? Si l'on écoute Nietzsche, notre volonté de maîtrise est en cause. Mais que se passe-t-il quand cette volonté, notre volonté de puissance, est associée à l'impuissance ? Humainement parlant, on comprend que certaines situations de fin de vie suscitent en nous des réactions d'indignation, sinon de révolte, et que l'on cherche par tous les moyens à se libérer de ceux que l'on tient, comme dit Ancionas, pour des prisonniers de la médecine. Mais il faut aussi voir que la volonté de puissance assortie d'impuissance
vire au ressentiment qui désigne très précisément le retournement de la vie contre elle-même. Et ce ressentiment produit à son tour l'inversion de la table des valeurs, d'où cette fausse monnaie de la morale que Nietzsche appelait la moraline. Tous les actes consistant à abréger une vie se trouveront ainsi enrobés de ces valeurs compassionnelles qui font qu'une euthanasie sera requalifiée en acte d'amour, en oubliant que dans certains cas limites, tout bien pesé, un acte transgressif, assumé comme tel, peut être de haute valeur éthique. Comme l'écrivait l'écrivain Hermann Broch, gardez-vous du pathétique de l'empathie. Qualifier de soin l'acte médical qui tue, c'est pervertir la médecine. Parce que si le geste est effectivement médical, l'acte, lui, ne l'est pas. Le geste et l'acte vont au contraire de pair quand le médecin assume de prendre soin des personnes en fin de vie jusqu'à l'issue fatale. Pour finir, et c'est tout l'objet de ce débat, qu'en est-il de la solidarité quand on réclame une loi en faveur de l'aide à mourir? Étrange formule, au demeurant, quand il s'agit plutôt d'une aide à escamoter le mourir. Et également d'éliminer les soins palliatifs dont l'aide à mourir fait partie des missions. Et en quoi parler de mort dans la dignité vaudrait-il apport d'un supplément de solidarité, puisque cette formule semble condamner à l'indignité ceux qui assument leur mourir sans recourir au suicide ou à l'euthanasie. Donc est-il raisonnable, légitime de faire une loi pour régler des cas ultra-minoritaires en nombre et problématiques en leur teneur? Est-il légitime de changer le cadre commun à tous pour régler des cas d'exception? N'est-ce pas l'inversion du principe kantien d'autonomie qui est à l'œuvre? Je le rappelle, pour que la maxime subjective de mon action soit moralement légitime, encore faut-il qu'elle puisse être érigée en loi morale universelle. On peut donc penser qu'une loi serait avant tout un moyen pour tous les protagonistes de s'exonérer de leurs propres responsabilités. Or, la responsabilité, c'est ce qui nous fait obligation de répondre à l'appel de l'autre, quel que soit son état. Mais certainement pas de répondre à un appel fondé sur un droit-créance, opposable à autrui, déguisé en droit-liberté. Reste à la fonder autrement que sur la réciprocité, cette solidarité qui devrait être la nôtre. Je suggère donc de reprendre, à titre de piste de départ, ce qu'écrivait la philosophe américaine Carol Gilligan, l'une des pionnières de l'éthique du care. Face à ceux qui sont incapables de donner ou de rendre, seulement de recevoir, écrit-elle, il n'est plus question de réciprocité, mais de générosité. Je cite, « Donner quelque chose contre rien ». Je vous remercie et je vais passer aussitôt la parole à nos orateurs pour 20 minutes chacun, à commencer par le docteur Pascal Fabre, titulaire d'un DEA de droit, médecin de soins palliatifs et, si j'ai bien compris, doctorante en philosophie, donc qui fait partie de la bande de l'université Gustave Eiffel. Donc à vous, je vous cède la place. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Donc sur ce sujet de quelle solidarité envers les personnes en fin de vie en ces temps difficiles, je vais l'aborder sur le plan de l'annonce de la maladie à la finitude, un chemin incertain. La pression mise par les militants pro-euthanasie à reprendre le débat législatif sur la question de la mort provoquée apparaît en grand décalage avec la réalité quotidienne. Elle ne correspond ni aux attentes prioritaires des Français, ni à la situation préoccupante de notre système de santé. On ne peut ignorer l'impact spécifique qu'une telle loi aurait sur les plus précaires. Nous avons en effet la chance de bénéficier de l'exemple des pays étrangers ayant dépénalisé l'euthanasie ou le suicide assisté. Ce qui est présenté comme un choix pour les plus forts semble bien être une incitation pour les plus faibles,
ce qui questionne notre appréhension de la solidarité. La mise en avant d'une autonomie à tout prix, sans considération pour l'extrême vulnérabilité des personnes en fin de vie, occulte l'interdépendance qui est le fait même de notre condition humaine. Étymologiquement, solidaire est issu du latin juridique in solido, lien unissant entre eux les débiteurs d'une somme. D'un emploi initialement juridique, la solidarité apparaît dans le Code civil de 1804, exprimant le caractère solidaire d'une obligation. Et c'est à Pierre Leroux, un député socialiste, que nous devons la transformation de la notion juridique de solidarité en principe d'organisation sociale pour, dit-il, j'ouvre les guillemets, remplacer la charité du christianisme par la solidarité humaine. Auguste Comte et Émile Durkheim ont poursuivi la transformation de la notion en l'intégrant dans le domaine de la philosophie politique. La solidarité nationale, apparue dans les dernières années du XIXe siècle, trouvera sa pleine reconnaissance dans son inscription dans le préambule de la Constitution de la IVe République, repris ultérieurement dans celui de 1958. À beaucoup d'égards dans le domaine de la santé, la France a choisi une voie particulière, montrant son souci des plus vulnérables. Sans employer le mot, c'était bien de solidarité qu'il s'agissait déjà en 1945, lors de la création de la sécurité sociale, posant le principe d'une généralisation de la protection sociale. On relève d'ailleurs de nombreuses incursions de ce terme dans la sphère politique, comme la création d'un ministère de la solidarité nationale dans le premier gouvernement de Mauroy, ou encore l'appel à la solidarité nationale en 2000 pour instaurer l'aide médicale de l'État au profit des plus démunis. Mais le principe de la solidarité dépasse largement le domaine du droit et de l'intervention étatique. Il est un élan vers l'autre, vers les autres, qui engage la responsabilité de chacun de nous. La période de la Covid a été révélatrice de grandes ambiguïtés, montrant la diversité des interprétations que l'on peut donner à ce terme. Certes, en dépit de multiples défaillances des pouvoirs publics, les décisions gouvernementales prises au moment de cette crise ont très nettement priorisé une forme de solidarité envers la fraction la plus fragile de notre population. Cependant, si le choix assumé d'interdire les visites et les sorties dans les EHPAD a peut-être protégé leurs résidents contre la transmission du virus, il les a aussi coupés des liens relationnels, négligeant un aspect majeur de la solidarité, ce tissu relationnel. D'un autre côté, alors que notre société est volontiers pointée pour son individualisme, les manifestations de la solidarité sont aussi venues de l'ensemble de la population. Et comme le dit le sénateur Jean-Pierre Decool, j'ouvre les guillemets, cet épisode a ainsi rassemblé des milliers de petites initiatives du secteur privé comme du secteur public, produisant un élan de solidarité inédit. Nous avons assisté à une explosion de trésors d'imagination, de créativité, pour apporter des réponses concrètes à des formes de paralysie ou de pénurie. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Un sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Le dictionnaire Larousse de 1923 allait plus loin encore, empruntant au domaine de la philosophie et de la sociologie une définition de la solidarité comme dépendance mutuelle entre les humains qui fait que les gens ne peuvent être heureux et se développer que si les autres le peuvent aussi. La notion sous-jacente d'engagement et de responsabilité résonne avec une mission soignante portée par les valeurs de Lévinas. Le visage de l'autre qui souffre me requiert. De fait, le terme de solidarité, au-delà des liens de fraternité, évoque les actions individuelles qui fondent le collectif, une véritable assistance mutuelle. Or, cette dimension collective est un angle mort des enjeux d'une loi qui autoriserait la mort programmée. En effet, si chaque mort est singulière et mérite un accompagnement individualisé, c'est la collectivité tout entière qui serait impactée par une permission légale de donner la mort. Par essence, la loi est générale.
elle est aussi normative, générant une banalisation que nous confirme la situation dans tous les pays qui ont dépénalisé. Un seul exemple nous en dit plus qu'un long développement. Selon un récent sondage, la moitié des Canadiens, je rappelle que la légalisation de l'euthanasie au Canada date de 2016, donc ce n'est pas encore très vieux. Donc la moitié des Canadiens accepteraient que les adultes au Canada puissent demander l'aide médicale à mourir, c'est donc le terme légal au Québec sur lequel nous pourrons revenir tout à l'heure, puisqu'il semble quand même très euphémisant pour cacher l'euthanasie. Donc, les adultes au Canada puissent demander l'aide médicale à mourir en raison d'une incapacité à recevoir des soins médicaux, 51% des personnes pensent que c'est possible, ou d'un handicap, 50% des personnes. Près d'un tiers accepterait d'élargir les lignes directrices de la loi pour inclure l'itinérance, 28%, ou la pauvreté, 27%, comme seule raison de demander l'euthanasie, l'aide médicale à mourir, comme on dit là-bas. De surcroît, la loi peut aussi se faire incitative et la progression du discours peu amène envers les vieux n'en est qu'un aspect. L'annonce d'une maladie grave, comme la survenue d'un traumatisme invalidant, fait effraction dans la ligne de vie. Dans ce temps où tous les repères sont bousculés, la vulnérabilité est extrême. Les attentes se concentrent sur l'essentiel, tout particulièrement le besoin de se sentir rassuré, entouré. Encore faut-il trouver un accueil à la souffrance, une écoute, une disponibilité, une hospitalité. Il est d'ailleurs important de prendre conscience que même dans ces situations qui touchent à la pathologie, la question de la solidarité n'engage pas que les soignants, mais l'ensemble de la société. Je me propose d'évoquer rapidement quelques points d'un état des lieux préoccupant, véritable entrave à la mise en œuvre de la solidarité. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Je vais parler de l'offre de soins, de la démographie, de la situation du monde soignant, des conséquences de la dépénalisation de la mort programmée dans certains pays étrangers, et enfin de l'aspect économique de cette question. Le contexte actuel montre des failles majeures dans toutes les strates du soin. D'une manière générale, le care est structurellement empêché par une approche économico-technique de la médecine. Et les conditions d'exercice sont bien peu propices au respect de la temporalité indispensable à un accueil décent et à une rencontre authentique. Nous ne parlerons pas ici de la fin de vie dans le cadre des services d'aigus, qui présentent des spécificités qui convoquent plus volontiers un arrêt des traitements qu'un suivi palliatif. L'offre de soins est dégradée partout, avec la persistance de multiples inégalités. L'accès aux soins de base se révèle chaque jour plus complexe, tout particulièrement dans la phase ultime de la vie. Si toutes les situations de fin de vie n'exigent pas une hospitalisation en milieu spécialisé, les chiffres indiquent que chaque année, 200 000 personnes environ auraient besoin de soins palliatifs, à des niveaux très divers. Le premier échelon du soin, le médecin traitant, avec lequel souvent s'établit la relation de confiance, s'est trouvé quasiment exclu du parcours de la fin de vie pour un ensemble de raisons qu'on ne peut pas détailler pour l'instant ici. À l'hôpital, la plupart des services médicaux devraient théoriquement être en capacité de soulager efficacement la douleur. Cependant, les situations factuelles montrent qu'il n'en est rien. Nombre de personnes, encore aujourd'hui, malgré les immenses progrès de la thérapeutique, ne sont pas convenablement calmées. De fait, il existe un réel déficit d'acculturation palliative. Et la Cour des comptes, en 2023, mentionne le chiffre de 500 personnes qui meurent chaque jour sans avoir accès aux soins palliatifs dont elles auraient besoin. C'est intéressant de comparer ce chiffre avec les cas très particuliers, souvent effectivement tragiques, de personnes qui partent en Belgique ou en Suisse. On pourrait en trouver beaucoup plus, puisque 500 personnes par jour meurent sans avoir les soins dont elles auraient besoin. Ce n'est peut-être pas la solution. En pratique, une prise en charge palliative hospitalière exige un renforcement du personnel soignant pour une continuité des soins ainsi que des compétences spécifiques. Depuis 2008, une circulaire en précise l'organisation. Là encore, la réalité de terrain s'avère nettement plus mesurée. Plus largement, toutes les structures de soins sont impactées par les restrictions budgétaires et surtout par les carences de personnel dûment formé à ce domaine spécifique de la fin de vie.
En outre, par manque chronique de personnel, il y a régulièrement des fermetures de lits ou des fermetures de services en soins palliatifs. Par ailleurs, de multiples inégalités territoriales restent à déplorer, le domaine palliatif n'étant hélas pas le seul concerné. La prise en charge de la douleur, symptôme le plus fréquemment observé dans la période de la fin de vie, s'avère très sévèrement déficiente. À ce jour, il faut plus de 6 mois pour obtenir un rendez-vous avec un praticien de la douleur qui n'a toujours pas la reconnaissance d'une spécialité à part entière à l'heure actuelle. Cela pour les territoires qui disposent d'un centre de douleur. La situation n'est guère plus favorable pour le secteur de la gériatrie. Selon la Société française de gériatrie et de gérontologie, 35% des unités gériatriques sont touchées par des fermetures de lits. Quant à la psychiatrie, concernée au premier chef par la souffrance psychique, elle est dans un état de délabrement consternant avec des sous-effectifs majeurs. Une dizaine de départements n'a même plus un seul praticien. Au-delà de cet état des lieux alarmant, force est de constater que les inégalités sociales de santé perdurent. L'économiste Frédéric Bizard, pointant l'absence de politique de prévention sérieuse, rappelle que l'écart d'espérance de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres est encore de 13 ans, et de 8 ans entre un cadre et un ouvrier pour ce qui est de l'espérance de vie en bonne santé. À eux seuls, ces écarts nous indiquent que dans le cadre d'une loi autorisant l'euthanasie, certaines catégories de population seraient mécaniquement concernées avant les autres. Deuxième point, le vieillissement de la population dans notre société obsédée par la performance. Le contexte démographique, avec une part croissante de la population vieillissante, implique une augmentation parallèle des comorbidités, donc des besoins majorés en termes de santé, sans que les politiques publiques n'en aient pris la mesure à ce jour. Or, chaque déficience de prise en charge est susceptible de favoriser une demande de mort anticipée et pourrait même constituer une incitation masquée. Dans les EHPAD, qui abritent près de 600 000 personnes quand même, dont environ 20% des résidents décèdent chaque année, la carence de personnel compétent en soins palliatifs s'avère particulièrement problématique. Mais la question de la prise en charge du vieillissement dépasse largement le cadre médical. Elle se pose d'ailleurs de plus en plus ouvertement. Non sans cynisme, le film japonais Plan 75 de Kie Hayakawa imagine un programme gouvernemental encourageant les personnes âgées à se faire euthanasier. Plus près de nous, le témoignage d'un citoyen helvète accuse la pratique du suicide assisté de devenir, j'ouvre les guillemets, une formule bien éduquée pour faire partir les vieux. Les permissions légales de mort programmée montrent, dans tous les pays dans lesquels elles existent, un inéluctable accroissement des chiffres avec une extension constante de l'éligibilité à l'acte. Surtout, la banalisation pointe ceux qui coûtent alors qu'ils ne rapportent plus. À eux d'entendre le message. 75 ans est d'ailleurs une limite proposée de manière récurrente en Hollande, sans confirmation législative à ce jour, pour autoriser l'accessibilité à l'euthanasie sans pathologie particulière du seul fait de son âge. Le message est clair. La qualification d'euthanasie sociale ne semble ici pas outrancière. Assumer le choix de vivre dans un environnement qui stigmatise la vieillesse peut se révéler bien lourd à porter. Le souhait de ne pas vouloir être un fardeau est d'ailleurs régulièrement évoqué par les personnes qui demandent à mourir. De fait, sans rentrer dans un débat sur l'argument de l'autodétermination qui justifierait la légalisation de la mort provoquée, plusieurs formes de pression viennent relativiser cette revendication. Des pressions que, là non plus, je ne peux pas détailler, mais que je vais simplement vous citer. Il y a une pression normative, une pression médiatique, une pression morale, une pression économique, dont les effets sont plus puissants encore sur les personnes défavorisées. La notion de l'authenticité
consentement mérite d'être très sérieusement revisité. Dans un autre point de vue, le regard sur les soignants doit nous interpeller avec une profession soignante en grande souffrance. Le monde de la santé est en grande souffrance depuis plusieurs années, mais l'aggravation est très nette au fil du temps. Les professions soignantes sont peu attractives, la multiplication des protocolisations est démotivante, les pressions sont majeures, sans parler d'une gestion économico-administrative surdimensionnée. L'ensemble de ces facteurs conduit à des burn-out chaque jour plus nombreux. De surcroît, la menace d'une légalisation de la mort provoquée, qui plane depuis plusieurs mois maintenant, génère de grandes inquiétudes chez les soignants directement concernés par la fin de vie, et plus largement chez les professionnels en lien avec le grand âge, comme les directeurs d'EHPAD. Il faut dire qu'à ce moment-là, que la fin de vie ne concerne qu'une petite fraction du monde médical et du monde soignant, et que nombre de médecins ne voient jamais une personne mourir et ne savent pas trop comment ça va se passer, ce qui va se passer, ne se sentent pas concernés et peuvent se dire assez facilement pro-euthanasie. Pourquoi pas, puisqu'il l'a demandé. C'est assez intéressant de voir que ce sont vraiment les praticiens qui s'occupent de la fin de vie, qui se sentent directement concernés et qui voient les choses d'un œil tout à fait différent, effectivement. Nombre de professionnels préfèrent, en fait, vis-à-vis de cette loi qui plane quelque part, rester dans le déni. C'est-à-dire qu'ils sont très nombreux à dire non, c'est pas possible. C'est impossible qu'une telle loi soit votée. Mais bien d'autres envisagent déjà une démission pour ne pas être confrontés à des situations qu'ils jugent incompatibles avec leur mission, avec leur conscience sans doute aussi. On ne peut qu'être surpris du peu d'écoute dont bénéficient ces soignants auprès de l'immense majorité de nos députés. Il est urgent pourtant de prendre soin d'eux. Et surtout, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous avons la chance de bénéficier de l'observation de ce qui se passe dans les pays étrangers qui ont dépénalisé soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, l'une ou l'autre des formes de cette mort programmée. Vous remarquerez que je ne parle jamais d'aide à mourir, puisque c'est la première victoire des pro-euthanasie, puisque tout le monde pense que c'est une aide, que ça va être formidable, que les médecins seront là, mais personne ne pense que c'est une mort immédiate, ce qu'est l'euthanasie. Et ces expériences étrangères sont instructives. Toutes les législations étrangères qui autorisent l'euthanasie ou le suicide assisté le votent au départ pour des situations exceptionnelles. Mais partout, les critères d'encadrement volent en éclats, avec cependant des écarts considérables du nombre d'actes entre les pays qui autorisent l'euthanasie et ceux qui permettent le suicide assisté, tout en maintenant l'interdit de tuer. L'invocation de motifs socio-économiques à l'origine de demandes de mort a été clairement établie par plusieurs enquêtes dans les pays outre-Atlantique. On a peu d'éléments à ce niveau-là en Belgique ou en Hollande. C'est vraiment les Canadiens et les Américains, puisqu'en Oregon, aux États-Unis, l'euthanasie est interdite. C'est toujours considéré comme un meurtre, mais une dizaine d'États américains permettent le suicide assisté. Et que ce soit les États-Unis ou le Canada, il y a des travaux qui sont faits sur le profil sociologique des personnes qui demandent à mourir. Des raisons sociales telles que l'isolement, la peur de se retrouver sans abri, ou plus largement encore un besoin social non satisfait, amènent certaines personnes à solliciter une euthanasie par défaut de vie acceptable. Il y a là un enjeu social fort. Il faut souligner le rôle particulièrement prégnant des conditions de vie au moment de la dépendance, qui sera évidemment vécue très différemment en l'absence de moyens. Il est indéniable que la situation financière privilégiée de M. Pozzo di Borgo, dont la vie a été magnifiquement retracée au cinéma dans le film Intouchable, a joué un rôle important dans son adaptation à un handicap pourtant majeur. Opposant déterminé à la mort programmée, il précisait volontiers que si une loi avait existé au moment de son accident, il aurait demandé à mourir. Pour se féliciter aussitôt de l'absence d'un tel texte, qui lui a permis de vivre de très nombreuses années avec un grand bonheur. Exemple qui doit nous interpeller sur l'impossibilité de toute interprétation relative à la qualité de vie d'un autre, voire au sens de la vie de chacun, quel que soit son état de santé. Mais un dernier aspect plus masqué de l'analyse des textes proposant la mort programmée
doit aussi être pris en compte. Ce sont les économies à attendre dans notre contexte de déficit budgétaire inquiétant. Le coût de la fin de vie est incontestablement élevé. Les remboursements par l'assurance maladie des dépenses de soins occasionnées pendant la dernière année de vie s'élèveraient environ à 13 milliards d'euros. L'économiste Frédéric Bizard explique que le poste dépenses de santé est actuellement vécu comme un investissement dans le capital humain. C'est-à-dire que la valeur de la dernière année est la valeur que l'on est prêt à payer pour rester en vie. Dans notre contexte budgétaire actuel, avec un système de santé structurellement déficitaire et une explosion des dépenses, les économies potentiellement réalisables à travers la légalisation de la mort programmée ne sont pas négligeables. Surtout, avec l'élargissement progressif des critères d'éligibilité et la possibilité du recours à l'euthanasie dès le diagnostic d'une maladie grave, comme le permet par exemple le Canada. Ce n'est plus en jours, voire en semaines, mais en mois, voire en années, que les économies pourraient être envisagées. Parce que les économies ne sont pas seulement des économies directes, le coût des soins, mais aussi toutes indirectes, les logements, les pensions. Cela représente à terme des centaines de millions d'euros par an. Le Canada avait publié la somme de 149 millions de dollars par an d'économies seulement au bout de la 4e année de légalisation, avant même l'élargissement de leurs critères d'admissibilité aux pathologies mentales. J'en viens à ma conclusion. Notre pays s'est démarqué par un engagement pionnier, avec dès 1999 une loi instaurant le droit à l'accès aux soins palliatifs pour toutes les personnes dont l'état le requiert. Puis avec plusieurs textes, en bref, l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, loi Leonetti 2005, la sédation profonde et continue, loi Claes-Leonetti 2016, dont nous sommes les seuls à bénéficier. J'aime bien rappeler ça parce qu'on nous dit souvent que nous sommes en retard par rapport à la Belgique, mais nous sommes les seuls à bénéficier de ces lois. Un déroutage vers une mort choisie signerait l'engagement dans une voie radicalement autre. L'idée d'un citoyen autosuffisant, entièrement responsable de sa vie, est a priori bien éloignée de notre culture et marquerait une fracture fondamentale par rapport aux options qui sont les nôtres jusqu'à présent. Le Canada, seul pays à aborder l'aspect socio-économique de la question, nous montre à quel point les plus vulnérables, les personnes handicapées, les personnes pauvres, les personnes seules, et plus encore les femmes seules, se retrouvent, quelques années seulement après la légalisation de l'euthanasie, acculées à une mort qui n'a rien d'un choix. Le projet euthanasique serait-il notre seule réponse aux déserts médicaux et aux carences budgétaires ? Nous nous trouvons devant un véritable choix de société qui traduit notre conception de la solidarité et notre regard sur les plus vulnérables. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. J'ai compris que je n'irai pas au Canada ni aux Pays-Bas. J'ai passé la barre. Je donne maintenant la parole à Jean-Marie Gomas, qui est gériatre, pionnier des soins palliatifs en France, en particulier à Paris, et à qui je poserai la question, si j'étais malade chez vous, est-ce que je vous dirais, docteur, si vous ne me tuez pas, vous êtes un assassin? Merci beaucoup pour cette introduction, Dominique. Donc, on m'a demandé ce soir de parler de mon expérience de médecin. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter des histoires cliniques, mais pour mon expérience, pour y chercher les fondements de notre solidarité. Parce que j'ai été généraliste, gériatre, palliatologue, algologue, et donc très impliqué dans la prise en compte de ces solidarités. Quelles sont les facettes de ce sujet? Je ne vais pas être exhaustif, j'ai 20 minutes. Je vais développer 5 points et en fait, la surprise, Véronique, c'est que Pascal et moi, on vous propose 2 jours entiers de séminaire en 2025 pour approfondir ces sujets, quand vous voulez. Et puis l'autre défi pour moi ce soir, c'est qu'on m'a demandé de parler sans diapo. Et un certain nombre de mes collègues qui me connaissent depuis 35 ans dans cette salle savent à quel point c'est nouveau pour moi. Je travaille toujours avec des diapos. Bref, je vais développer 5 points et à la fin, nous verrons quelques réponses apportées par le futur texte du projet de loi sur la loi sur la fin de vie. Pascal vient déjà d'en dévoiler quelques aspects. Premier point, le médecin, porteur de soins,
et impliqué par ses compétences. Donc, quand je suis jeune généraliste, je m'installe au 20e arrondissement, quartier défavorisé, première garde de nuit, un malade en fin de vie, cachectique, grabataire, sous Doliprane. Vous imaginez le tableau. Première garde de week-end, 2 malades en fin de vie, cachectiques, désespérés, entourés de familles effondrées, sous Diantalvic, c'était l'époque. Vous imaginez la douleur physique et la souffrance morale, abandonnés par les médecins. Pas de morphine, pas de corticoïdes. Alors, il faut dire, c'était l'époque où nous avions tous peur de la morphine, puisqu'on nous avait appris ça à la faculté. On ne connaissait pas la scopolamine et beaucoup de généralistes ne déshabillaient pas leurs malades dans mon quartier. Je trouvais la première année un psychotique par semaine et un nouveau cancer par mois. Ça a été un choc pour moi. Ça a été véritablement un choc. Et donc, je me suis inscrit à un DUT en sérologie. J'ai eu surtout la chance de rencontrer Michel Salamagne, qui m'a formé aux soins palliatifs et à l'éthique. Elle avait déjà 5 ans d'avance sur tout le monde à l'époque et elle les a gardés. Et donc, plus compétent sur la douleur et les symptômes, je me suis trouvé catalyseur de ces soins d'accompagnement. C'est ce que j'ai publié dans mon premier bouquin à l'époque. Très vite en conflit avec les autres généralistes et les médecins hospitaliers qui ne comprenaient pas mes démarches palliatives et qui me disaient que j'allais tuer les gens avec de telles doses de morphine, par exemple. Donc, le premier point, la formation, qui conditionne la compétence médicale. Or, la faculté, la formation initiale était très décevante, elle le reste encore. Je vous rappelle qu'il y a des facultés qui ne respectent pas actuellement les contingents de formation en douleur et en soins palliatifs. Dans l'exemplarité que nous avions quand nous étions dans les services d'aigus, comme ça existe toujours maintenant, il y a un déficit d'emploi de la morphine impressionnant. Quand j'étais jeune cardiologue, coronarographiste, on donnait péniblement 5 mg par jour à ces malades écrasés de douleur et des nécroses myocardiques. Bref, la formation qui conditionne la compétence, premier point de la capacité à être solidaire de ces patients, c'est un vrai problème dans un système marqué par la curatologie à tous les étages. La toute-puissance, le contrôle de la maladie, l'obsession de l'efficacité de la guérison, qui induit les choix financiers du système, je vais y revenir. Alors, attention, chacun d'entre nous n'avons pas du tout envie d'être malade, et encore moins en fin de vie, même si ça va tous nous arriver. Et n'oublions pas qu'une bonne partie de l'acharnement thérapeutique dans ma vie de médecin, généraliste puis hospitalier, ne vient pas forcément des spécialistes qui ne s'arrêtent pas, mais aussi de la demande des malades et des familles. Rien n'est simple. Deuxième point, le médecin aurait-il un rôle déterminant envers les plus vulnérables quand on intervient dans un tissu social défavorisé? Alors, mes premières visites dans les taudis du 20e arrondissement, je peux vous dire, il y a de quoi faire un livre. On montait avec la lampe électrique parce qu'il manquait des marches et il n'y avait pas de porte, pas de serrure, pas de poignée, une ficelle pour ouvrir la porte dans un trou. J'ai fait des visites comme ça. Misère affolante, état sanitaire effrayant, gravité des symptômes. J'ai été confronté à cette pauvreté, à cette fragilité, à cette vulnérabilité. Mais tout le monde ne trouve pas forcément logique et normal les soins palliatifs à domicile. Un jour, je sors d'un domicile avec ma sacoche à la main, la voisine sort en même temps. Je dis, vous êtes le docteur? Je devais ressembler à un docteur avec ma sacoche. Et elle me dit, je m'en souviens encore, 30 ans après, quelle honte, un docteur. La garder à domicile dans cet état-là, elle serait bien mieux à l'hôpital. N'est-ce pas, docteur? Allez, bonne soirée. Eh bien, j'étais content d'entendre ça. Dans ces quartiers modestes, il n'y a pas toujours une solidarité. Il y en a souvent plus, mais c'est extrêmement hétérogène. La peur de la mort de la voisine, exprimée ce soir-là, était impressionnante. Et moi, le jeune bourgeois du quartier latin qui était impacté par tout ça, c'est là où j'ai publié qu'on était catalyseur de ces soins, parce que si on n'était pas là, et je parle des médecins, je parle des infirmières aussi, bien sûr, si on n'était pas là, il y a un maillon qui manquait pour s'occuper de ces gens-là. Je profite de l'occasion pour dire que nous, les médecins et les infirmières, c'est nous qui avons, les juges, les avocats, avec les pompiers, la police, les services sociaux et les curés, c'est nous qui sommes en première ligne pour voir les gens vulnérables, les gens fragiles, les gens déshérités, les laissés pour compte. Il y a plein de gens qui parlent des pauvres, des vulnérables, des fragiles, qu'on n'a jamais vu un de près. Toute ressemblance avec des gens, un jour, une fois, serait un hasard. Et donc, devoir social, injonction de justice, on est catalyseur de ça. La capacité à soigner autrui n'est pas qu'une question de salaire ou de catégorie socio-professionnelle, puisqu'on m'appelait pour des pauvres gens dans des taudis du 20e, mais aussi pour les grands de ce monde dans des palais incroyables. La richesse intérieure
Et le sens de la solidarité n'est pas dû à l'échelle financière ou au salaire. C'est plus compliqué que ça. Troisième point, on était impliqué dans l'éthique des soins, acteur d'un système qui bafoue l'éthique tous les jours. La destruction de la médecine générale a été évoquée, la méconnaissance dans les EHPAD a été évoquée. Juste un mot de la gestion hospitalière. J'ai donc été chef d'unité fonctionnelle dans un CHU pendant 25 ans. Un jour, en pleine CME, le directeur financier d'un CHU me dit « Docteur Gomas, vos malades meurent trop vite, vous nous faites perdre de l'argent. » Fermez les guillemets. Comment lutter contre cette violence administrative et financière? Comment lutter contre cette espèce de réification de l'autre? On est des objets. Non, c'est insensé qu'un directeur financier de CHU puisse dire ça et rester impuni. Alors, il faut comprendre aussi qu'à l'époque, on nous envoyait des mourants qui mouraient dans l'ascenseur. Donc, effectivement, on n'avait pas le temps de valoriser la codification financière optimale de l'unité de soins palliatifs qui tombe au 2e jour. Je n'y étais pour rien si le système envoyait des malades qui avaient bénéficié d'acharnement thérapeutique pendant des semaines et nous envoyait des malades mourants, nous les envoyait un peu plus tôt pour qu'on puisse calmer leurs symptômes. 4e point, c'est le point sur lequel on restera une journée entière dans les séminaires en 2025, le soutien des familles. Le bonheur des soignants, soutenir les familles. Quelle richesse, quel échange, quelle leçon sur la vie. Alors, ce n'est pas forcément les familles qui sont les plus faciles à accompagner, parce qu'elles restent toniques, elles ne nous lâchent pas. Certaines sont agressives, revendicatives. Et puis, il y en a qui sont conflictuelles, pathologiques. Il y a des conjugopathies, il y a des pathologies familiales qui transcendent des générations. Mais être le lien, la tierce personne qui ouvre les tensions, le messager des messages impossibles, la mère qui n'a pas vu son fils depuis 10 ans, on va appeler une fois le fils, pas d'acharnement palliatif. Ne mettons pas de pression sur ce fils. Si ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, je ne vais pas guérir ce qui s'est passé il y a 10 ans. Mais au moins une fois, permettre le lien. Nous ne pouvons pas tout guérir, mais nous sommes catalyseurs de ce qu'on peut faire pour apaiser les conflits peut-être. Catalyseurs, médiateurs, passeurs. Et comme le dit Eugénie Cacérès, la psychologue, on est là pour accueillir, pas pour combler. On est là pour accueillir l'autre et ses difficultés, pas pour combler le vide abyssal de son angoisse ou de sa pathologie. Alors, sur ces 4 points, formation, approche de la vulnérabilité, éthique des soins, support de la famille. Que dit le futur texte qui, pour l'instant, serait, paraît-il, le projet 204 qui reprend les dernières moutures avant la dissolution? Le texte avait été aggravé en commission spéciale dans des proportions absolument incroyables. On bat des records mondiaux de laxité et de non-contrôle dans le projet de loi qu'on nous promet. Sur la formation, je vais aller vite, ce n'est pas de la formation, c'est la déformation dans ce projet de loi. On rebaptise les soins palliatifs, on vous ment sur l'aide à mourir, terme que je n'emploie jamais, parce que c'est un mensonge pour ne pas dire euthanasie et suicide assisté, malgré la demande du Conseil d'État qui avait demandé qu'on requalifie ces termes. Le gouvernement n'a pas suivi la demande du Conseil d'État, on bat des records. Et puis, la stratégie décennale développe des fantasmes sur la formation, mais ça ne marche pas, ça ne marche déjà pas, puisque les facultés ne respectent pas les quotas. Alors, qu'allons-nous devenir? Les jeunes médecins canadiens qui ont été formés à l'euthanasie trouvent complètement normal de proposer l'euthanasie, d'ailleurs ils sont obligés par la loi, dès la première consultation. Nous avons connu des histoires de primo-consultation de cancer qui refusent la chimiothérapie et se font euthanasier en 8 jours. Vous imaginez les économies. Donc, on crée des maisons d'accompagnement où Madame Vautrin, acculée au pied du mur par nos questions, a fini par dire en commission, ben oui, on pourra pratiquer l'euthanasie dans les maisons d'accompagnement. Quel piège, ce projet de loi. On crée des maisons d'accompagnement. Tous les députés ont dit, on ne va pas dire non quand même, évidemment. Mais c'est un piège. Ce sont des maisons qui sont sous-médicalisées, des sous-EHPAD, dans lesquelles il est prévu de faire l'euthanasie. Formidable. Ce tissu social, qu'est-ce que dit la loi? Elle déchire la solidarité, puisque c'est une triple incitation au suicide. On a fait un article dans la presse nationale qui détaille ces éléments-là. Et puis même, vous savez que dans ce projet de loi, un de vos proches peut vous euthanasier. S'il est majeur, il ne sera pas rémunéré. Ouf.
Mais c'est quand même assez hallucinant, d'autant plus que quand vous demandez l'euthanasie ou le suicide assisté, vous avez le soignant avec vous, le proche à qui vous l'avez demandé, mais lorsqu'il n'administre pas la substance létale, article 29, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est pas obligatoire, il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. C'est quoi la difficulté d'un malade qui n'arrive pas à se suicider tout seul? C'est le devoir d'achèvement. J'ai eu beaucoup de succès à la télé quand j'ai dit c'est un devoir d'achèvement. Tout le monde a hurlé « Comment, monsieur Gomas ?» Ben si, c'est un devoir d'achèvement. C'était le secourisme à l'envers de Mme Firmin Lebaudot. Elle avait osé inventer ça dans le projet de loi précédent. L'éthique des soins. Cette loi ose parler de liberté, fraternité, égalité. Elle ose parler de loi de liberté, de fraternité et d'égalité dans l'exposé des motifs. Non, non, sûrement pas. D'ailleurs, pour être bien sûr que les associations euthanasieuses vont pouvoir s'occuper des malades, l'article 13 modifie la définition des bénévoles pour permettre l'arrivée des bénévoles euthanasieurs des associations dans les établissements. Article 13. Bon, de toute façon, l'éthique du système était enterrée par l'avis 139 du comité d'éthique, qui a trahi les valeurs du soin palliatif. Vous voyez très bien ce que je veux dire. C'était la première fois depuis des décennies que le comité consultatif national d'éthique ouvrait la porte à l'euthanasie et au suicide assisté. Et j'ai appris ce matin, en travaillant avec une étudiante qui prépare son mémoire de directeur d'hôpitaux, qu'il n'y a pas de cours d'éthique au Master 1 et au Master 2 à l'école de Rennes dans la gestion, dans le module organisation, gestion des hôpitaux. On forme les directeurs d'hôpitaux sans un cours d'éthique. J'ai travaillé mon étudiante ce matin, pas au corps, mais j'ai dit, moi, t'es sûr, je peux le dire. Elle me dit, ah oui, on parle d'éthique juste dans 2 travaux dirigés, on n'a pas un seul cours sur les valeurs éthiques. D'ailleurs, elle m'a dit, cette future directrice, mais faites d'ailleurs, comment vous définissez l'éthique? Parce que j'ai regardé, il y a 100 définitions différentes de l'éthique. Je conclus. Voilà, il nous faudra bien 2 jours. Je conclus par le 5e point, la vie d'équipe. Le médecin, catalyseur de collégialité. On ne peut pas soigner l'autre fragile et vulnérable tout seul. Et la vie d'équipe ne peut exister sans règles, sans chef et sans valeur. La vie d'équipe, c'est assis en rond, tout le monde peut parler des malades, parce qu'il y a un chef, il y a des règles, il y a des valeurs. Où est la collégialité dans ce projet de loi? On a mis 30 ans à obliger les médecins à travailler avec les soignants dans la procédure collégiale, et en un projet de loi, tout vole en éclats. Puisque le médecin est seul à décider l'éligibilité de l'euthanasie. C'est lui qui va chercher le produit à la pharmacie. Ah oui, ça, je ne vous ai pas dit ça. C'est assez fabuleux, c'est l'article 28. Et c'est lui qui euthanasie le malade ou qui l'aide à se suicider. Il n'y a pas de collégialité dans ces conditions-là. Toute puissance du médecin. Donc, au total, je pense qu'on essaye tous, soignants, médecins, infirmières, des passeurs, des catalyseurs au service de ces plus faibles, au service des riches aussi, Il n'y a pas l'équité, la justice, ça fait partie de la plateforme de création de la société de soins palliatifs quand on a créé les statuts il y a 35 ans. Nous allons probablement perdre le combat législatif puisque une majorité de députés se déclarent prêts à voter euthanasie et suicide assisté. Mais n'oublions pas que la majorité de la population veut être calmée, veut être accompagnée, pas être euthanasiée. C'est un mensonge. Le coup de 90% des Français sont d'accord pour être euthanasiés. D'abord, vous avez déjà vu, vous, 90% des Français d'accord sur un sujet? Moi, jamais. Non, c'est une blague, c'est un mensonge. On aura toujours besoin de soins palliatifs. On aura toujours besoin d'être accompagnés. Et ceux qui, malheureusement, sont confrontés à l'euthanasie et au suicide assisté auront bien besoin des soignants pour le deuil compliqué qui les attend. Je reprends le slogan de la riposte politique. Nous sommes les piliers des valeurs du soin, et les valeurs du soin, c'est les valeurs de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marie. Nous avons maintenant le très grand privilège d'accueillir un député en activité, M. Potier, député de Meurthe-et-Moselle. Je le rassure tout de suite, ici, il n'y aura pas de chahut, on n'est pas à l'Assemblée. Et donc, c'est vous qui allez nous dire ce que vous en pensez, et puis peut-être ce qu'en pensent les autres parmi vos petits camarades. Nous, on n'est pas très au clair. Donc, votre sujet, c'est l'euthanasie, une fiction libérale. Bien, merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir à tous.
Je me suis demandé, en vous écoutant, pourquoi vous m'aviez invité, puisque je vais être redondant, je dirais moins bien ce que vous avez déjà dit. Donc je vais essayer, j'ai repris un peu des notes pour essayer de me positionner un peu sur des plans différents, puis peut-être faire un exposé plus court pour garder de la place pour les questions, parce que, encore une fois, tout ce que vous avez dit, je le partage globalement et je le dirai de façon moins savante. Je vais dire encore une chose, moi je n'ai pas fait de philo ni école de santé de Rennes. Hein. Ma fille, si, je lui ai demandé pourquoi il n'y avait pas d'éthique, comment elle l'a vécu. Enfin, elle en a eu ailleurs, heureusement. Et comment dire, moi j'ai fait lycée agricole, donc je n'ai pas toutes les références qui sont les vôtres, ni tout ça. Et puis mes sujets à l'Assemblée, c'est aménagement du territoire, économie, c'est démocratie, c'est d'autres sujets. Hein. Mais j'étais amené par passion, simplement par une sorte d'appel de la conscience, à rentrer dans le débat, à y rentrer avec une singularité, notamment depuis le camp qui est le mien, qui est celui de la gauche. Je suis peut-être un Indien à gauche, mais je suis de gauche, et je commence par ça, et je terminerai par là. Il me semble, et de façon complémentaire, peut-être sur le champ politique, je me garderai bien de dire ce que pensent les autres. Je dirais globalement pourquoi la gauche est globalement devenue libérale sur cette question-là. Je vais essayer de réfléchir à ça avec vous, mais je vais bien me garder de commenter ce que chaque camp fait, défait, etc. en la matière. Je voudrais tout d'abord commencer mon propos en vous disant qu'un des points qui a réuni les opposants venant de différents cercles dans l'arc républicain, depuis les communistes communistes et les républicains, c'est des personnes qui se sont retrouvées assez rapidement autour de 2-3 questions qu'on a posées dans une tribune du Monde qui portaient sur la question de la rupture républicaine. Personne n'en a parlé, donc je me permets de développer un petit peu. Cette loi ment dans le sens où elle traite de la question des soins palliatifs en même temps que de celle de l'euthanasie. La première demande que nous avions formulée, de gauche et de droite, c'est de séparer ces deux lois, parce qu'elles ne sont pas du tout de même nature. Pour être clair, la question des soins palliatifs a déjà été largement traitée dans les lois précédentes, depuis les lois Kouchner, Leonetti, etc. Il s'agit de les accomplir pour de vrai, ce qui suppose de mobiliser des ressources humaines, des moyens financiers, des volontés des territoires, bref, la mise en œuvre d'un plan administratif, d'un plan politique qui relève, somme toute, peu de la loi. C'est une question de volonté, encore une fois, et la loi de finances est l'instrument premier de ce qui est déjà largement décrit dans les textes précédents. Donc, on n'avait pas vraiment besoin d'une loi sur les points palliatifs. Parfois, on a des lois bavardes ou des lois volontaires. On aurait pu entendre une loi palliative qui n'était pas indispensable, mais qui aurait pu être utile sur le plan symbolique. Et puis, il y aurait pu avoir une loi sur l'euthanasie. En termes de clarté du débat politique, de façon générale, c'est bien d'être clair sur des questions aussi essentielles. Ça me paraît être une faute politique majeure que pour ceux qui, par malice, ont souhaité associer ces deux plans, en entretenant la fiction d'un continuum entre les soins palliatifs et l'euthanasie. Donc la première critique qui a été la nôtre, c'est de traiter en deux textes en un, et puis de ne pas observer, moi j'étais un des plus vindicatifs sur ce sujet, la profonde rupture républicaine qu'introduisait ce texte, dans le sens où, imaginons que cette loi soit votée, malheureusement ce n'est pas qu'une hypothèse, dans l'année 2025, peut-être début 2026 avec les navettes parlementaires, mais que nous terminions cette mandature avec une loi fin de vie. On peut imaginer que d'ici 2030, il n'y aura pas accomplissement, objectivement, personne ne le nie, il n'y aura pas accomplissement du plan soins palliatifs dans tous les territoires, les 21 départements manquants, les 2 tiers des patients qui le demandent et qui n'ont pas, etc. Si on l'obtenait en 2030, ce serait un miracle de la volonté politique. Ce serait l'équivalent de Notre-Dame. Hein, c'est en 5 ans, on déploie les soins palliatifs partout. Bon. Dans l'attente de cette échéance, nous serions dans une rupture républicaine totale. Dans le sens où nous savons, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes ici, hein, vous êtes tous savants sur le sujet, que 80, 90%, peut-être 95% des demandes de mourir s'évanouissent dès lors que les personnes rentrent dans une dynamique qualitative de soins palliatifs. Donc nous aurions objectivement, et je pense que c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'État, sinon au Conseil constitutionnel, une rupture républicaine devant l'égalité, devant la mort qui serait créée dans notre pays entre ceux qui ne pourraient accéder aux soins palliatifs et tous qui pourraient demander le droit à mourir. C'est énorme, c'est comme l'éléphant au milieu de la pièce, mais je voulais le rappeler ici, cette loi est profondément perverse en cela qu'elle confond les choses et qu'elle crée une rupture d'égalité dans notre pays. La deuxième demande que nous formulions dans cette tribune du Monde, c'est celle que l'EHPAD ou l'hôpital ne soit pas le lieu où, le cas échéant, la mort puisse être donnée.
avec l'intentionnalité. Je ne parle pas de l'accompagnement dans la durée, soulagement des douleurs, etc. Je parle bien de ce qui provoque de fait la mort, mais qui n'est pas une intentionnalité de la donner. C'est la rupture, elle est sur ce point-là. Il nous semblait que l'image même de l'hôpital et de l'EHPAD en serait profondément bouleversée. Et que là aussi, ces progrès issus du pacte républicain de constituer des hôpitaux publics et par ailleurs privés, des EHPAD publics et par ailleurs privés, étaient des lieux où la promesse qui était faite, c'est d'accompagner les personnes jusqu'au bout dans leur souffrance, de les accompagner jusqu'au bout. C'est une promesse profonde qui n'est jamais été explicite, mais qui me semble parfaitement implicite dans notre esprit. Quand je rentre à l'hôpital, c'est un lieu pour vivre, survivre, guérir, le cas échéant mourir, mais ce n'est pas un lieu où je vais un jour demander, un jour on va me donner la mort. Et ce changement de paradigme qui vaut pour tous, puisque nous ne sommes pas des individus isolés, mais nous sommes dans une société, est un changement de regard sur le monde des soignants et ses établissements, où l'on donne, prodige le soin ou la charité, en tout cas l'accompagnement des personnes dans leur perte d'autonomie, me semble un point fondamental. Je ne vais pas développer la dernière rupture républicaine qui tient aux discriminations sociales, parce que vous l'avez fait de manière radicale. Moi, j'avais 7 ans d'espérance de vie entre les ouvriers et les professions libérales ou les cadres. Vous avez dit 8 ans. Je serais heureux d'avoir vos sources. Mais en tout cas, on est sur une amplitude suffisante. Et puis, vous avez rappelé sur les 10%, si vous prenez les centiles, c'est bien pire. Nous avons de fait des inégalités sociales qui créent une échéance de mort qui est installée de façon définitive. Elle existe de fait, mais elle est définitivement actée, et c'est encore une fois une rupture avec le pacte républicain. C'est une rupture, je vais aller par gradation, avec toute la dynamique des soins palliatifs que j'ai appris à fréquenter, puisque mes premières propositions un petit peu instinctives et peu documentées m'ont fait rencontrer le monde des soins palliatifs, de ces associations, de ces héros, de tous ceux qui en parlent, héros dans les deux sens du terme, qui en parlent bien et qui le vivent et qui en parlent avec passion. Et j'ai découvert cet univers-là avec beaucoup de... Ça a été une révélation. C'est la seule bonne nouvelle de cette loi, c'est que j'ai découvert non seulement les combattants qui accompagnent les personnes jusqu'au bout de la vie dans ce combat humaniste, mais l'origine des soins palliatifs. Les soins palliatifs ont été créés pour répondre à des pratiques d'euthanasie qui étaient banalisées dans les années 70. Donc on a une sorte de grand mensonge autour de cette loi. C'est un immense mensonge. Là, c'est l'autre éléphant que je place au milieu de la pièce. Je ne sais pas si c'est de la place pour 2 éléphants dans cette pièce. Mais c'est... En fait, les soins... l'euthanasie était une pratique qui était banalisée dans les années 70, les cocktails létaux, etc. Et c'est contre c'est en se révoltant contre ces pratiques qui étaient de fait d'autorité souvent de la médecine ou dans des arrangements qui étaient pour le moins interlopes, que des soignants, d'abord je crois outre-Manche, et puis ici, par capillarité, ont investi dans un combat qui me restera pour moi un des grands combats du XXe siècle. C'est le choix de refuser les cocktails létaux, l'euthanasie, et de choisir d'accompagner jusqu'au bout, de parier sur la vie jusqu'au bout, et que la fin de la vie était encore la vie, et que c'était des moments où notre humanité se déployait pleinement. Donc je trouve qu'il y a une rupture profonde avec cette dynamique des soins palliatifs et leur humanisme. Je le dis parce que les soins palliatifs tiennent leur force de cet engagement commun à refuser la mort. Dès lors que la mort deviendra, le fait de donner la mort deviendra une option, les soins palliatifs deviendront... on est sur une sorte de bifurcation. Et le mensonge est total de penser qu'il y a un continuum entre les soins palliatifs et le fait de donner la mort. La vérité, c'est que les soins palliatifs vont devenir une option dont vous avez révélé que toute la pression marchande, rationnelle, gestionnaire, et les discriminations sociales vont peser pour qu'elle soit une option moins enviable. Et pour ceux qui y travaillent, c'est un changement de paradigme total, c'est une perte du contrat qu'ils avaient avec la société, d'être ceux qui, au nom, tout comme d'autres, dans les 1000 premiers jours de la vie, accompagnent la naissance et le fait qu'un être humain gagne son autonomie entre la conception et ses premiers jours. Et bien, dans ces 1000 derniers jours de la vie, il y avait, pour simplifier, ça peut être plus que 1000, ça peut être moins que 1000, mais en tout cas, il y avait ce moment de la vulnérabilité où notre humanité se révélait, se prolongeait. Moi, j'avais été très frappé dans un débat que j'avais organisé à l'Assemblée nationale entre ma suppléante, qui était médecin PMI, qui a beaucoup travaillé sur ces questions des 1000 premiers jours. C'était sa passion, la petite enfance, la prime enfance, etc. Et le docteur Sicard. Elle racontait qu'un enfant, quand il venait au monde, il avait besoin de 3 choses.
il avait besoin d'une parole d'amour, il avait besoin de chaleur, il avait besoin de boire, bon, et d'être rassasié, bon, et alimenté. Bon. Et Dr Didier Sicard avait dit, eh ben, à la fin, c'est pareil. C'était très beau, c'était un moment tout à fait improvisé, hein, c'est-à-dire au début de la vie et à la fin de la vie, on a besoin d'amour, de chaleur, et on a besoin... Voilà, bon. Et c'est la rupture de ce contrat avec la promesse humaniste des soins palliatifs, les progrès technologiques, mais surtout psychologiques, sociaux qui sont mis en œuvre, me paraît être un désastre. Et les soignants nous le disent, les soignants hurlent et nous ne les entendons pas. Je m'inquiète de cette société où ceux qui ont des tracteurs, des camions, une puissance de feu sont capables d'imposer des règles à des parlementaires et à un gouvernement. Et ceux qui n'ont que leurs bras, leurs mains et leur cœur sont impuissants à se faire entendre dans notre société. Quelle société, quelle démocratie avons-nous fabriquée pour que le rapport de force ignore autant ceux qui ont les mains nues aujourd'hui et qui consacrent leur vie à ceux qui sont en train de la perdre. Je voudrais terminer mon propos par la dernière rupture. J'ai évoqué la rupture républicaine, la rupture avec l'humanisme des soins palliatifs. La dernière, elle est évidemment anthropologique. Moi, je suis convaincu que l'interdit de tuer ne naît pas avec la République, mais que la République l'a intégré dans son héritage en abolissant la peine de mort. Et qu'elle va jusqu'au bout de cette promesse. C'est un héritage qui vient de très loin, on ne va pas en débattre ici, quoique ce n'est pas un mauvais lieu pour en parler. Hein. Tu ne tueras pas. C'est un beau lieu, les Bernardins, quand même, pour en parler. Mais je ne vais pas faire de raccourci, rester dans ma logique de député dans la laïcité, et dire que la République a tenu cette promesse et qu'elle romprait cette promesse. Et que finalement, cette demande, elle est le fruit d'un individualisme, d'un matérialisme que vous avez décrit à l'envi. Elle est le fruit, pour moi, à gauche, d'une forme de perte de boussole pour la gauche qui doit faire de la dignité humaine et de la vulnérabilité sa boussole. J'ai coutume de dire que sans la boussole de la vulnérabilité, c'est toute la société qui est perdue. Et je m'étonne qu'à gauche, au centre, il y a un même libéralisme qui privilégie l'individu au détriment du commun et de la société. Ce n'est pas sans m'intégrer. Il m'arrivait de dire que si c'était ça le progressisme, je voulais bien être conservateur, mais que s'il y avait une alternative, je veux bien être en fidélité à Léon Bourgeois, solidariste. Cette rupture, elle rompt avec 4 points que j'ai nommés, 3 points. Le premier, c'est celui de notre interdépendance. Nous nous définissons, et j'aimais bien Marion Muller-Collard, qui est pleine de doutes, d'interrogations sur ces questions. Et j'aime bien son doute parce qu'il m'aide moi-même à cheminer. Je ne veux pas être un homme de certitude, je ne veux pas que ce soit des certitudes qui s'affrontent. Je veux faire part de mes doutes sur la question de mon ouverture à comprendre ce que les autres ont dans l'esprit et ne pas nier leur propre humanisme. Et Marion Muller-Collard dit, sur ces questions-là, nous ne sommes pas un individu seul, nous ne sommes pas un poisson isolé, nous sommes un poisson dans un banc de poissons. Et quand un poisson bouge dans un banc de poissons, il entraîne tous les autres. Je suis très sensible à cette question que lorsque quelqu'un dira « ma vie ne vaut plus le coup d'être vécue », il le dira pour tous ceux qui sont dans la même situation, au bout de la rue comme au bout du monde. Il y a un caractère normatif à cette affirmation individuelle qui ne peut pas être individuelle si nous sommes en société et si nous sommes interdépendants. Donc c'est la négation de cette interdépendance que cette revendication individualiste poussée à l'excès dans une sorte... J'aime mieux le terme d'ailleurs de Cynthia Fleury qui parle d'individuation par rapport à un individualisme qui serait comme un extrémisme. En l'occurrence, ça me paraît pertinent. Le deuxième élément, c'est la négation de la vulnérabilité, le refus de la vulnérabilité. Moi, ça fait référence évidemment à une société qui cultive le goût de la puissance, à une culture qui n'est pas la culture humaniste. Moi, je suis très interpellé par non seulement les rapports de force économiques, politiques et militaires qui s'annoncent dans la géopolitique, mais par la bataille culturelle majeure qui s'engage, tant avec la plaque américaine, avec des hommes comme Elon Musk, comme avec les philosophies asiatiques. L'Europe va être au défi de réaffirmer ce qu'est son ethos pour tenir debout et pour porter dans le monde un certain nombre de messages. Et il me semble qu'en niant la question de la vulnérabilité et de la fragilité tant de la personne humaine que de notre maison commune, nous perdons une des boussoles profondes de l'éthos européen. Et ce n'est vraiment pas le moment que de lâcher nos fondamentaux au moment où la géopolitique n'a jamais été aussi dangereuse. Je crois qu'il y a un lien effectivement indéfectible entre la dignité de la personne humaine et le fait d'appartenir à une maison commune. Les deux sont
dans un grand sentiment de fragilité et de finitude, je ne pense qu'on ne sauvera pas l'une sans sauver l'autre, qu'il y a un lien indéfectible entre les deux. Je voudrais terminer en posant la question de la loi. Faut-il légiférer? Et quelqu'un, moi je ne lis pas beaucoup, enfin je n'ai pas beaucoup lu les livres, mais j'ai chopé des extraits. Et ça m'est arrivé dans l'hémicycle de citer Paul Ricoeur, dans ce petit texte paru dans la revue Esprit en 2000. Et je trouve que presque tout est dit sur ce qui se vit et ce qui doit être dans la loi et ce qui ne doit pas l'être. Et après tout, comme député, c'est peut-être le seul sujet dont j'aurais dû traiter. Est-ce que ça relève de la loi? Il y a des décisions qui se prennent autour de la fin de vie dans la communauté, la collégialité, dans ces zones grises d'un dialogue où la famille, les proches, le médecin prennent une décision. Est-ce que cette décision doit devenir une norme? Est-ce qu'elle doit devenir une loi avec tous les effets systémiques qu'elle entraîne? Et c'est finalement la question que nous pose profondément Paul Ricoeur, et personne ne pourrait le dire mieux que lui. Il dit, et s'il est vrai qu'en certains cas extrêmes qui rendent le suicide respectable, l'acte de se donner la mort devient celui qui fait coïncider une seule fois la vie et la mort, l'acte de vivre et l'acte de mourir. Et s'il faut avouer que les pratiques clandestines d'euthanasie active sont inéradicables, et si l'éthique de détresse est confrontée à des situations où le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le mal et le pire, même alors, le législateur ne saurait donner sa caution. Merci. Merci infiniment. Reste à savoir pourquoi les gens sont sourds à tant d'évidences humanistes et républicaines. Peut-être que notre ami Éric Fiat va répondre à la question. Je ne sais pas. En tout cas, nous allons terminer par un sursaut de philosophie, en espérant que cette solidarité tellement absente trouvera une voie pour la défendre. La maison était sombre. En y entrant, on ne distinguait rien d'abord, sinon que cela sentait le café et le tabac. Le café parce que sa fille s'en était fait pour pouvoir tenir la nuit. Le tabac parce que même après avoir fermé son épicerie, Anna en avait gardé une bonne quantité pour remercier les hommes qui venaient l'aider à s'occuper du jardin et des bêtes. Le regard une fois habitué à l'obscurité, on voyait la grande cheminée où l'on pouvait s'asseoir sur un siège qui servait aussi de réserve à bois, une maie pour les tourtes de pain, une table, 2 chaises de paille et la comptoise d'un bois noir. Sur les étagères se trouvaient les bonbonnes où jadis étaient les paquets de cigarettes, le thé, les bonbons, les graines, les épices, à présent presque toutes vides. Les tiroirs du meuble d'épicier étaient aussi presque tous vides. Seuls 2 ou 3 contenaient encore un inutile matériel à couture, des boutons sans pareil. Le bruit que faisait la comptoise seule empêchait que le silence ne fût total. Au fond de la pièce, une porte entr'ouverte qu'on n'osait pousser que le cœur battant, car on devinait que là se jouait le drame formidable qui fait que les hommes sont ce qu'ils sont. Là encore, tout était si sombre qu'on ne distinguait d'abord que l'odeur. Celle-ci était toute différente de l'autre. Cela sentait l'urine, d'autres odeurs plus prégnantes, l'éther. Cela sentait la mort. Et pourtant, là, 2 âmes vivaient. La fille, d'abord. Assise sur une chaise, elle s'était endormie, la tasse de café froide sur les genoux. Et dans le lit, Anna, qui dormait les yeux ouverts. Elle avait beaucoup maigri. J'aperçus de longs cheveux blancs que je n'avais jamais vus. Au milieu de ce désastre, seules ses pommettes restées hautes et délicatement roses rappelaient l'Anna d'antan. Elle gémit, puis tourna lentement son regard vers moi. Ses yeux avaient gardé leur bleu, mais au lieu de la douceur souriante qu'elle y mettait jadis, on y voyait à présent plus que quelque chose de farouche et de lointain. Je lui souris. Elle répondit à ce sourire en soufflant, comme si elle essayait de chasser quelque chose. Je crus que c'était moi, et cette hostilité me fit mal. Puis je me dis qu'elle voulait peut-être exprimer par là combien c'était dur, et que ce qu'elle voulait chasser, c'était la douleur au goût de sel. Alors je souris à nouveau, mais elle souffla à nouveau, plus fort, ce qui réveilla sa fille.
Celle-ci, un peu gênée d'avoir dormi, faillit casser la tasse en se relevant, mais m'accueillit avec affection. Oh, c'était gentil de venir voir la pauvre Anna. Ah oui, elle avait bien changé, la tata, il n'était pas trop bien depuis 2 jours. Pensant à l'odeur, la fille ajouta que c'était bien triste, qu'Anna ne retenait plus ni le petit ni le gros. Elle frappa fortement les édredons, comme pour leur redonner une dignité. Elle releva sa mère jusqu'à l'oreiller. Ah, cette manie qu'avait maman de glisser chaque fois vers le fond du lit. Mais pourquoi faisait-elle cela ? Et je pensais qu'au fond de ce vieux lit qui s'affaissait, c'était comme si la terre l'aspirait déjà. On épongea le front d'Anna d'un petit mouchoir brodé. Je l'embrassai, le cœur battant. Cette fois, elle ne souffla pas. On laissa la mourante. On passa dans la pièce d'à côté prendre un peu de café. Je compris que cela faisait déjà 6 mois que sa fille veillait Anna, que beaucoup avaient dit que c'était folie, qu'il fallait l'hospitaliser, que ce n'était plus une vie ou une vie de légumes, que c'était indigne de finir comme cela, et d'un catholicisme ridicule qu'une fille veillât encore sa mère. Mais toutes deux tinrent bon, et je compris que dans cette chambre retirée, à l'abri du siècle, à l'abri du temps comme de l'espace, se jouait une scène aussi misérable que grande, aussi grande que misérable, mais une scène digne d'être jouée par les hommes. Je quittai la maison et retournai à mes occupations importantes et dérisoires à la fois. Tous les jours qui suivirent, je repensais régulièrement à Tata Anna et à sa fille, et je les enviais. Veiller. Abandonner un mourant, abandonner un mort aurait semblé à mes aînés des campagnes corréziennes une faute. Une faute peut-être plus sociale que morale, parce que la présence au chevet était coutumièrement plus inspirée par le souci de l'étiquette que par l'élan du cœur, plus motivée par une fidélité aux traditions que par une spontanéité aimante, encore qu'il ne faille pas séparer cette spontanéité de cette fidélité, cet élan de ce souci, selon un cadastre trop bien découpé. Il n'était pas toujours facile de savoir pourquoi l'on veillait, et les motivations de la vigilance devaient être souvent diverses et mêlées. Mais après tout, l'essentiel en définitive n'était pas qu'on veille, et certes. Toujours est-il que dans les sociétés traditionnelles, on veillait les malades, les mourants et les morts, comme le raconte aussi l'admirable roman de Jean Giono, Les âmes fortes. Cette vigilance, que je dirais, pour être simple et même rapide, une vigilance païenne, avait trouvé, au fur et à mesure des siècles en Europe, quelque chose comme un relais ou une assistance ou une assomption dans ce qu'on pourrait appeler, là encore pour être simple et rapide, une vigilance chrétienne. Parce que rappelons que du temps que j'évoque là, au-dessus du lit des pauvres hommes et des pauvres femmes qui allaient mourir, se trouvait un crucifix. Au-dessus du lit de ma tata Anna, il y avait un crucifix. Autrement dit, on appelait à l'époque les hommes à ne pas s'endormir comme firent les apôtres. Comme nous le chante Jean-Sébastien Bach, « Réveillez-vous, réveillez-vous » crie la voix des veilleurs là-haut sur les remparts. « Réveille-toi, Jérusalem, il est minuit. Où êtes-vous, vierge sage qui devait veiller ?»« J'arrive avec de l'huile pour ma lampe, » répondit la Vierge sage. « Viens, viens, chère âme, répondit le Christ. La cantate Waret auf, ruft die Stimme, où se trouve le célèbre choral du veilleur, c'est un petit peu comme dans Rabbi Jacob, silence, silence, Rabbi Jacob il va danser, là c'est silence, silence, le professeur Fiat il va chanter. La cantate Waret auf, trouve die Stimme, où se trouve le célèbre choral du veilleur, fait en effet de la vigilance la vertu suprême du croyant et rappelle que même le Christ vécut le sentiment d'abandon parce que ses compagnons s'étaient endormis ou l'avaient abandonné ou trahi. L'histoire du jardin des Oliviers et du calvaire n'a-t-elle pas été vécue pour que le plus vulnérable, le plus précaire, le plus dépendant des hommes trouve que la vie valait peut-être encore la peine d'être vécue ? Le Christ, ne trouvant plus aucune aide et s'enfonçant dans la nuit, lui qui avait été la lumière même, de sorte qu'en effet, aux compagnons et compagnes des mourants, il était demandé de prendre pour modèle les vierges sages plutôt que les vierges folles. Ces vierges sages étaient allées veiller avec de l'huile et la bougie allumée, c'était la métaphore de la vigilance du cœur. L'huile, c'était la métonymie des ressources permettant la dite vigilance.
Alors en effet, avant de partir, le Christ avait dit ou aurait dit « Ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le ferez ». Qu'est-ce qu'il y a de plus petit qu'un être qui va bientôt mourir? Le poète Philippe Jacotet décrit la fin de vie de son père dans un livre qui s'appelle « À la lumière d'hiver ». On a vu de jour en jour ses pas moins assurés. Et puis le voilà maintenant dans le lit, de nouveau faible enfançon, sans même le secours des lames, acculé, prostré, perdu. Même face à nous, on a l'impression qu'il nous tourne le dos. Oui, ce que vous ferez au plus petit d'entre nous, de bien ou de mal, c'est comme si vous le faisiez au Christ. Voilà ce qui me fut légué dans mon enfance, une vigilance d'origine païenne et chrétienne, l'alliage entre les deux étant chose assez incertaine, mais enfin, ma foi, ça s'alliait pas trop mal. Mais les choses ont changé. Et oui, les choses ont changé. Est-ce parce que la vigilance aurait complètement disparu? Allons. Regretter cette époque-là me semble chose incongrue. Présenter la déchristianisation ou la dépaganisation du monde occidental comme une catastrophe, c'est peut-être trop vite céder au charme de la nostalgie. Ce qui veut dire qu'elle n'en manque pas, hein, la nostalgie. Mais il faut résister au charme de la nostalgie, car le geste nostalgique du « on mourrait mieux avant », eh bien, est toujours précédé d'un geste d'idéalisation du passé. Le nostalgique, c'est celui qui n'aimant pas son présent, invente un passé qu'il mythifie, qui souvent n'a pas existé. Parfois, je sens en moi cette nostalgie venir. Il m'arrive de dire « on ne peut plus circuler dans Paris ». Et je vous avoue que le syntagme Anne Hidalgo, pour un grand banlieusard pour moi, crée souvent un agacement peut-être excessif. Mais lorsque j'ai envie de dire ça, je dois me souvenir qu'au XVIIe siècle, Boileau a écrit un petit livre qui s'appelle « Les embarras de Paris ». Et vous savez ce que dit Boileau dans Les embarras de Paris? Il dit « on ne peut plus circuler dans Paris », alors qu'avant, on pouvait circuler dans Paris. Lorsqu'il m'arrive de dire que les êtres humains ne prennent plus le temps de vivre, alors qu'avant ils prenaient le temps de vivre, je dois me souvenir que Sénèque a écrit au 1er siècle un livre qui s'appelle De briavitate vitae, de la brièveté de la vie, où Sénèque dit « avant les Romains prenaient le temps de vivre, maintenant ils ne prennent plus le temps de vivre ». Non, il est faux de dire que la vigilance a disparu, mais elle a changé de nature. La vigilance, en effet, s'est déchristianisée, elle s'est technicisée, elle s'est professionnalisée, elle s'est laïcisée, et l'une des preuves de cela, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'une aide pour les plus fragiles qui vont mourir, inspirée par la solidarité plutôt que par la charité. Cette laïcisation de l'accompagnement, cette professionnalisation de l'accompagnement, cette technicisation de l'accompagnement, je ne saurais la regretter. N'oublions pas qu'alors, il n'y avait guère les moyens que Jean-Marie utilise pour faire en sorte que la douleur recule. Et puis, est-ce que cette obligation d'accompagner n'était pas vécue par les compagnes, ou plutôt par les compagnons, plutôt par les compagnes des mourants, comme une servitude? Les femmes obligées de veiller. Et puis, est-ce que ça se passait toujours bien? Là encore, lisons Jean Giono. Dans Les âmes fortes, il démontre parfois que, ma foi, il y avait des haines et des abandons et des homicides, enfin, assez terribles. Non, résistons au charme de la nostalgie et comprenons que si les choses ont changé, c'est parce que le monde a changé, parce que, en effet, grâce aux Lumières, nous avons progressivement valorisé des idéaux qui m'importent encore, que j'appellerais les idéaux de l'émancipation. Comment ne pas accueillir, sinon d'un cri de joie, en tout cas de l'aube d'un sourire, tout moment où un être humain s'émancipe de ce qui l'empêchait de s'accomplir, s'émancipe des diverses servitudes qui faisaient de sa vie à peine une vie. Ma parole sera toujours fervente à l'égard de ces philosophes qu'on appela des philosophes des Lumières, tels Kant, qui voulaient que les hommes fussent arrachés à leur minorité pour devenir majeurs, en somme, émancipés. La technique, et notamment médicale, a libéré les hommes de beaucoup de douleurs. La vie des paysans de l'époque, des paysans corésiens encore de cette époque-là, le mari de Tata Anna, qui était mort jeune dans les années 30, ça devait être celle de Pauvre Martin, pauvre misère de Brassens, hein, avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec au cœur un grand courage. Il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. De l'aurore jusqu'au couchant, en tout lieu, par tous les temps,
il retournait le chant des autres sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant. En plus, il n'a même pas de chant à lui. Et les 2 dernières strophes que je trouve bouleversantes. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant, puis s'y étendit sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. Ne regrettons pas cette époque-là. Et puis la République a libéré le serf de sa soumission au Seigneur dont il était le serf. Oui, célébrons tout ce qui peut émanciper un être humain. Étymologiquement, l'émancipation, c'est l'arrachement à l'esclavage, parce que dans émancipation, il y a ex qui veut dire en dehors d'eux, manus qui veut dire la main, et capere, prendre. Émanciper, ça veut dire enlever la main qui prend. D'où ça vient? Eh bien, de ce fait que sur les marchés romains, il suffisait pour acheter un esclave ou une esclave de mettre la main sur lui ou sur elle. Il suffisait qu'un homme libre mît sa main sur un esclave ou sur une esclave pour qu'il fût à lui. Émanciper, c'est lever la main qui prend. Qu'un être humain se libère de certaines mainmises, certaines manipulations, de la façon que d'autres êtres humains ont de faire main basse sur lui. Je le répète, comment ne pas l'accueillir avec l'enthousiasme d'une joie, la gratitude d'un sourire? Oui, comme le Don Giovanni de Mozart et da Ponte, crions « Viva la liberté !» Mais, point d'inflexion de ma parole, de mon exposé, faut-il s'émanciper de tout? Faut-il s'émanciper de tout et au point de confondre le combat pour l'autonomie comme un combat pour l'indépendance? Ne confondons pas l'autonomie, qui est la gestion personnelle de ces diverses dépendances, et l'indépendance. Dans la vie humaine, il y a une part de dépendance. Et par exemple, quand on tombe amoureux, eh bien oui, on devient dépendant de quelqu'un parce qu'on dépend de sa parole. Après qu'on a dit à quelqu'un « je t'aime », on est suspendu à ses lèvres. Et si elle nous dit oh, tu sais, je ne veux pas gâcher notre belle amitié, alors là, c'est la catastrophe. Mais si elle nous dit « moi aussi, embrasse-moi », c'est ce que dit très bien, je trouve, Tartuffe, même s'il est très hypocrite. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Vous, un dévot, pour être dévot, n'en est pas moins homme. Et après qu'il a dragué la femme de son logeur, il lui dit « De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Me voilà rendu à votre arrêt, et je serai heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. » On devrait dire ça quand on est amoureux. Me voilà rendu à votre arrêt. L'arrêt, c'est la décision. L'arrêt de la Cour de cassation, c'est la décision de la Cour de cassation. Et après qu'on a dit à quelqu'un « je vous aime », de vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et par conséquent, je n'aimerais pas que, ivre d'émancipation, l'homme moderne s'émancipe jusqu'aux dépendances qui font qu'il est ce qu'il est. Autre manière de dire à peu près la même chose, le passage d'un accompagnement des plus fragiles en fin de vie, inspiré par la charité, à un accompagnement inspiré par la solidarité. Puisque notre monde s'est déchristianisé, ne le regrettons pas du tout. Mais en même temps, je me demande si nous n'avons pas perdu quelque chose en route. En tout cas, nous perdrions quelque chose en route si cette solidarité, c'était uniquement la dépendance des intérêts. La dépendance des intérêts. Comme le disait Dominique tout à l'heure, puisque je vais te donner ce que j'aimerais bien que tu me donnes quand ça sera mon tour. Dans un texte extrait des Principes de la philosophie du droit, Hegel réfléchit au rapport entre la justice et la charité. Et il nous dit qu'à propos de la lutte contre la misère et de la détresse des hommes, bon, il ne parle pas de la détresse en fin de vie, mais il parle de toutes les misères ou toutes les détresses, surtout économiques, mais enfin, on peut le reprendre. Hegel écrit qu'à propos de la lutte contre la misère et la détresse des hommes, eh bien, si la justice était partout et pleinement réalisée, la charité n'aurait plus lieu d'être. À propos de la lutte contre la misère et la détresse des hommes, si la justice était partout pleinement réalisée, la charité n'aurait plus lieu d'être. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Pour lui, la charité, c'est le palliatif d'une justice inaccomplie. Ma parole est un peu dense, j'étais pas clair, vous me le diriez, vous me le direz tout à l'heure. La charité est le palliatif d'une justice inaccomplie et n'est admissible qu'à ce titre. Alors bien sûr, Hegel avoue que la justice ne sera jamais pleinement réalisée, donc on aura toujours besoin de la charité personnelle, de la générosité privée. Mais c'est à titre de concession, pas à titre de reconnaissance. Hegel continue à dire que concernant les bons offices de la charité, le rôle de l'État est de rendre cette aide inutile,
par l'accomplissement de la justice comme ordre du droit. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Imaginons un monde où la justice régnerait, mais seulement la justice. Eh bien, les êtres humains ne se diraient, par exemple, il n'y aurait aucune raison que la vieille dame dont l'aide-soignante éponge le front lui dise merci, parce que ce serait uniquement l'accomplissement d'un droit. Dans le monde de la justice pure, des mots comme « s'il te plaît », comme « merci » n'existeraient plus. Alors je répète, je ne regrette pas qu'on soit passé de la charité à la solidarité. Il ne s'agit plus d'accompagner par grâce, mais peut-être serait-il bon que nous accompagnions avec grâce. Et en effet, je crois qu'avec Jean Kelevitch, il faut distinguer le monde de la justice du monde de la charité, comme d'une part le monde du donnant-donnant, ça c'est le monde de la justice, d'autre part comme le monde du don, ça c'est la charité. Distinguons entre la sphère prosaïque du donnant-donnant et la sphère poétique du don. Dans la sphère prosaïque du donnant-donnant, c'est-à-dire dans la sphère de la justice est représentée comme une balance, eh bien, il y a une obsession de la parité, de l'équilibre, de la symétrie. Dans ce monde-là, dans le monde du donnant-donnant, où on ne donne que si l'on est sûr de recevoir, eh bien, en fait, on ne donne jamais. Les deux partenaires ne veulent pas être en reste. Dans le monde du donnant-donnant, il n'y a point de geste dépareillé, point d'excès, point de dissymétrie, point de générosité. La générosité, ça suppose toujours un certain excès, Et en effet, vivre uniquement dans cette sphère prosaïque du donnant-donnant, où les êtres humains se conduiraient comme des sujets qui n'auraient que des droits et très peu de devoirs, eh bien, je n'aimerais pas que ce soit ça, l'interprétation de la solidarité. Il n'y a pas du tout fatalité. Est-ce que la solidarité, ce soit uniquement la dépendance des intérêts? Mais je crois en effet fondamental à la fois de célébrer le nouveau monde dans lequel nous entrons, mais en même temps dire que à cette obsession de l'émancipation et à cette obsession de la parité, il faut peut-être apporter quelque chose comme un codicille, quelque chose comme une nuance. Car en effet, nous ne serions pas fidèles à l'humanisme des humanistes si nous interprétions en effet notre autonomie comme une indépendance et notre solidarité comme le prosaïque échange des intérêts. Le prosaïque échange des intérêts. Et je termine par là, quelle inspiration donner à cette solidarité qui ne serait autre chose que ce que je viens de dire. Eh bien, il me semble que, suivant ma collègue Corinne Pelluchon, je proposerais que cette solidarité soit inspirée par une éthique de la considération. Car au fond, que se passe-t-il dans ton service, Jean-Marie, que tu m'as permis de visiter bien des fois? Je dirais quelque chose comme la considération des sidérés dans l'espoir qu'ils se remettent à désirer. Je joue sur ces trois mots pour finir. Sidération, considération, désidération. Le mot désidération n'existe pas, mais bon, nous autres philosophes, nous nous souvenons que désirer, ça vient du latin desidere, qui veut dire regretter l'absence de ou souhaiter la présence de. Dans ces trois mots, sidération, considération, désidération, vous avez le petit mot latin sidus sideris qui signifie l'astre. Les espaces sidéraux sont les espaces où se trouvent les astres. Qu'est-ce que la sidération? Qu'est-ce que la considération? Qu'est-ce que la désidération? La sidération, c'est l'état de quelqu'un qui a l'impression qu'un astre lui est tombé sur le bout du nez ou sur le bout des chaussures. Louis de Funès étant le grand comédien de la sidération. Bon. En effet, qu'est-ce que c'est qu'être sidéré? C'est avoir l'impression que, et souvent en fin de vie, on se retrouve dans ce livre, de nouveaux faibles enfants sont sans même le secours des larmes. On est en effet sidéré, c'est-à-dire stupéfait, renversé, confondu, ébahi, abasourdi, envoûté, atterré et même terré, enclos dans une émotion que nous n'arrivons même plus à transformer en une motion, c'est-à-dire en un mouvement. La sidération, oui, c'est le sentiment que s'épuise la possibilité de toute possibilité. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. C'est comme ça que parlent les philosophes. Enfin, je le suis encore un peu, quelque temps. S'épuise la possibilité de toute possibilité. C'est pas possible, c'est impossible ce que je vis là. Or, il me semble que ces sidérés ont le droit d'être considérés. Qu'est-ce que c'était que la considération? Chez les Romains, c'était l'observation des astres.
Vous rappelez que les Romains donnaient des noms de dieux aux astres. Nous avons continué, hein, Vénus, Neptune, Jupiter. Et un astre, c'est ce qui apporte de la lumière et de la chaleur. Considérer un être humain, c'est le regarder comme on regarderait un astre. Il y a encore en toi, il y a encore en vous une puissance de lumière, une puissance de chaleur. Qu'est-ce que c'est que la considération? Eh bien, qui est, je dirais, plus chaleureuse que le respect, mais moins brûlante que l'amour. Elle est un peu dans un interstice entre les deux, parce que le respect est assez froid. Je crois que les mourants, le respect, c'est nécessaire, mais pas toujours suffisant. Hein, parce que tenir en respect, c'est tenir à distance. En tout cas, le respect, c'est sine qua non, mais peut-être parfois faut-il ajouter un je ne sais quoi, presque rien au respect. Ça dépend des patients, ça dépend de l'état des passions. Il y en a qui ne veulent que du respect. Y ajouter un peu d'empathie, tout ça, de la considération, ce serait les ennuyer. Mais souvent, ils ont besoin d'un quelque chose en plus que le respect, qu'on pourrait nommer la considération. Parce que je ne suis pas sûr que le respect, quoique toujours nécessaire, soit suffisant à redonner le goût de vivre encore un peu à quelqu'un qui l'aurait perdu, voire à donner le goût à quelqu'un de quitter la vie calmement parce qu'il pense que cela aurait été bon. Non. Qu'est-ce que c'est que la considération? Eh bien, c'est une prévenance, une vigilance, une estime, un soin, une attention, ce que j'appellerais le passage d'un regard à un égard. Et il me semble que quand on considère les sidérés, on leur redonne un peu la possibilité de désirer. Non pas désirer vivre infiniment, parce que chaque homme est mortel et chacun l'est pour soi, mais pouvoir se dire, comme Montaigne à la fin de sa vie, c'est tout de même chose douce que la vie, même si aisée à troubler. J'aimerais que la solidarité à l'endroit de ceux qui vont partir soit autre chose que le simple donnant des intérêts. Ça ne veut pas dire que je voudrais revenir en arrière et qu'elle soit de nouveau inspirée par le Christ. Chacun fait comme il veut en pays laïque. Mais il n'y a pas que des mains à lever pour arriver à une espèce d'indépendance et une espèce de sacralisation de la liberté individuelle. Il y a aussi des mains qui se donnent. Et en effet, en fin de vie, je cherche ce qui peut accompagner celui qui va partir. Oh, pas de grandes paroles, pas de grandes pensées, comme le dit encore Jacotet, plutôt le linge et l'eau changée, la main qui veille et le cœur endurant. Cette main qui veille et ce cœur endurant, pour prendre un autre poète, bah oui, ça peut être une main qui aime. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne, qui donc a rendu leur couleur perdue au jour, aux semaines, et toute sa beauté à l'immensité des choses humaines. Alors c'est évidemment Aragon, Nancy Cunlard vient de le quitter, il a envie de se suicider, il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne, la main d'Elsa. Mais en l'occurrence, une main même gantée qui prend la mienne, bah, peut-être que cela pourrait, moi qui suis sidéré, me donner l'impression d'une considération qui me donnerait encore un tout petit désir en fin de vie. Merci de votre attention.